C'est bon pour vous? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'Institut français de Tunisie. Je me réjouis de vous accueillir pour cette troisième édition de Couleurs d'avril, un moment particulier dans notre programmation dédiée à l'accompagnement, enfin d'abord aux libertés individuelles et puis à l'accompagnement des droits et des libertés de la communauté LGBTQI++ en Tunisie. Je vous remercie de votre présence, nombreuse. Mais comme vous êtes nombreux, je vous rappelle une chose importante. Vous savez que nous sommes dans une période compliquée. Si malgré tout, nous pouvons maintenir ce type d'activité, ça ne peut se faire que si vous êtes extrêmement vigilant et que vous portez le masque et que vous ne quittez pas le masque. Si par ailleurs, je suis désolée aussi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est nécessaire. Si vous pouvez aussi, dans la mesure du possible, éviter d'être tous trop les uns sur les autres et essayer un peu plus de vous espacer. En tout cas, au moins de garder le masque, ça c'est vraiment indispensable dans tous les espaces. Voilà. Je vais passer la parole en fait très simplement à Antonio Manganella qui a accepté d'animer cette table ronde qu'elle relève militante aujourd'hui. Je vous invite évidemment à suivre tout le reste de la programmation cette semaine et demain notamment le vernissage de l'exposition qui sera consacrée à ces Tunisiennes et ces Tunisiens qui portent la défense des libertés en Tunisie. Vous avez sans doute commencé à voir l'installation dans la cour. L'exposition sera finalisée demain et je vous invite également à nous y rejoindre. Voilà. Merci Antonio et puis je te laisse présenter celles et ceux qui t'entourent et je remercie en tout cas Bochra Benaj Hamida. C'est toujours un plaisir de vous avoir, cher Bochra. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antonio Manganella, je suis le directeur régional d'Avocats sans frontières ici, basé en Tunisie. On est là, merci Sophie et merci à l'IFT pour chaque année donner cet espace qui est fondamental, qui est devenu un rendez-vous fondamental en fait pour les libertés individuelles en général et pour les droits des personnes LGBTQI++ de manière plus spécifique. J'introduis tout de suite mes panélistes qui sont aussi dans la plupart des cas des amis. Donc, je commence par ma gauche, Bader Badou, qui tout le monde sans doute connaît, qui est cofondateur et président de l'association DAMJ, l'une des organisations LGBT les plus historiques, je dirais aussi les plus importantes. Et Bader a été par ailleurs, a reçu les prix de Frontline Defenders, qui est un prix très important qui est donné aux défenseurs des droits de l'homme un peu partout dans le monde. Et je pense que c'est important de le rappeler. Bochra Benaj Hamida, qui tout le monde connaît également, donc ancienne députée, militante de l'association des femmes démocrates, qui nous honore de sa présence, aussi en tant que présidente de la COLIB, de la commission qui s'est penchée sur ces dossiers non aboutis, malheureusement, des réformes nécessaires pour adapter les lois, les règlements qui traitent des questions de liberté individuelle à la Constitution, et peut-être qu'on en parlera aussi tout à l'heure. Anouar Zayeni, qui est secrétaire général de l'Association tunisienne de défense des libertés individuelles et qui a été coordinateur du collectif civil pour les libertés individuelles. On y reviendra aussi dans le cadre de ce débat. Je me tourne à ma gauche maintenant pour vous pardon, à droite, j'ai toujours eu ces problèmes, pour vous présenter Dora Benalaya, qui est une professeure, une chercheuse en psychologie sociale à l'Université de Tunis El Manar, autrice de très nombreuses recueils et en particulier aussi dernièrement sur les questions de criminalisation de la pauvreté et de la marginalisation, dont elle nous parlera, parce que je pense que c'est un sujet très en lien avec les thèmes généraux du débat. Je continue avec Karem Mawini, qui est membre du bureau de Majdine et également chargé de communication pour l'organisation.
Et enfin, Hamza Nasir-Jridi de l'association Takatu Intersection est aussi un partenaire important et un militant de terrain qui nous parlera aussi de son expérience dernière. Avant de laisser la parole aux intervenants, j'aurais aimé qu'on vous propose un petit constat, voilà, le constat de ce que nous avons vécu qui donne lieu au questionnement de cette table ronde, dont je remercie Waïd Ferchichi d'ailleurs de l'avoir un peu conçu. Et en relation avec la relève militante et ce qui s'est passé en particulier dans les derniers mois, les mois de janvier-février, qui ont secoué la société civile et qui nous a aussi étonnés, qui nous a trouvés peut-être désemparés sur certains aspects. Donc, rappelons qu'est-ce qui s'est passé entre janvier et février, en tout cas du point de vue qui est le mien, et après, on le mettra en question. En l'espace de seulement quelques semaines, nous avons assisté à peut-être la répression la plus forte, la plus importante que la Tunisie ait connue depuis sa révolution. Je n'ai pas les données scientifiques pour pouvoir les prouver, mais sans doute qu'on n'a jamais vu 2000 arrestations en l'espace de 2-3 semaines avec un taux de jeunes mineurs arrêtés qui tourne autour de 30% avec des pratiques absolument contestables d'un point de vue de la procédure pénale. Des violations des droits de l'homme dans le cadre de cette arrestation, non seulement en ce qui concerne les procès équitables, mais aussi en ce qui concerne l'intégrité physique des personnes et le respect des droits de l'homme, des droits humains, je dirais, les plus basiques, comme l'interdiction du recours à la torture et au mauvais traitement. Nous avons collecté plusieurs témoignages qui nous amènent à dire que oui, il y a eu recours et de manière quasi systématique à des formes de traitements inhumains et dégradants dans le cadre de ces arrestations. Les syndicats de police qui sortent de son quelque part qui sort au grand jour. Nous les connaissions, nous les militants des droits de l'homme, les avocats, etc. Mais en fait, on a été étonnés de les voir si présents dans les réseaux sociaux, faire du outing aussi des jeunes personnes LGBT, de menacer, de harceler dans le web et aussi au-delà du web, physiquement, des militants ou aussi des jeunes, simplement parce qu'ils manifestaient dans les quartiers les plus défavorisés. Parce que, rappelons-le, la demande initiale était une demande sociale aussi de ces quartiers qui se sont appauvris, qui voient s'appauvrir de plus en plus et dont la seule présence, au final, sont les forces de sécurité qui exercent un harcèlement depuis des années et des années sur ces personnes. La parole politique, elle a été malheureusement pas au rendez-vous du tout, très décevante. On a entendu un président du gouvernement saluer le professionnalisme des forces de sécurité dans le cadre des contrôles des manifestations et les plus importants partis politiques s'exprimaient aussi à la faveur des forces de sécurité dans ces contextes-là. Les défenseurs des droits humains ont été extrêmement touchés dans cette période. Nous avons répertorié au moins 30 défenseurs des droits de l'homme qui ont subi des arrestations arbitraires. On a ici des violences devant les yeux de la police. On va y revenir sur chacun de ces cas-là. Mais quand même, il y a toujours un côté positif, il faut aller le rechercher. Et c'est un lien peut-être avec la thématique d'aujourd'hui. Les rôles joués par le mouvement queer, alors je dirais queer à partir d'aujourd'hui, de maintenant, pour ne pas dire LGBTQI++ à chaque fois, et sa visibilité dans le cadre des manifestations officielles qui ont été organisées presque tous les samedis entre janvier et février, a été quand même quelque chose d'extrêmement extraordinaire. En tout cas, j'ai donné des photos pour qu'elles puissent aussi défiler pour montrer la valeur historique aussi de ces événements-là. Alors, historique négatif, mais aussi historique, quelque part, en positif. Et l'intérêt de ces mouvements LGBT qui rentrent dans l'arène des manifestations n'est pas juste pour défendre, quelque part, je dirais,
entre guillemets, égoïstiquement ses droits, mais en fait, elle se met en première ligne pour défendre les principes de l'état de droit, les droits de l'homme en général, la répartition des richesses, l'égalité. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui fait penser beaucoup à l'indivisibilité des droits, mais aussi à la convergence des luttes, comme on l'appelle. Voilà. Et donc, on va y revenir, on va parler de tout ça maintenant, à partir de maintenant. Évidemment qu'il y a un accalmie depuis 1 ou 2 mois. Les choses se sont pas mal calmées aussi parce que la société civile a été capable, avec quelques retards, je parle de la société civile organisée, d'alerter là où il fallait alerter, hein, l'opinion publique nationale et internationale, les partenaires techniques et financiers de la Tunisie. Et voilà, on a compris que les gouvernements, les autorités avaient été peut-être trop loin et donc il y a un retour en arrière. Mais attention à l'oubli, parce que c'est le but aussi, c'est de faire oublier. Rappelons aussi qu'on vit dans un climat de forte impunité et qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune enquête indépendante qui a été ouverte, ni au ministère de l'Intérieur, ni par la justice d'ailleurs, et que donc c'est aussi notre rôle en tant que société civile d'avancer pour que la vérité soit faite sur les événements et pour que ceux qui ont violé les droits de l'homme ils puissent être punis. Mais voilà, une fois qu'on a posé ces décors, qui est quand même un peu, voilà, je l'avoue, pas réjouissant, j'aimerais bien entendre nos collègues et amis sur un peu ces constats-là d'abord. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on assoie ces constats sur ce qui s'est passé. Alors, c'était ma vision peut-être, mais j'aimerais bien vous faire réagir aussi sur cela pour savoir. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de ces événements-là de janvier-février, les éléments saillants qui nous concernent directement en tant que militants? En quoi on a été quelque part au rendez-vous et en quoi on aurait pu être peut-être plus actifs, plus en lien aussi avec ces mouvements que nous ne connaissons pas, les mouvements sociaux dont on parle, ces mouvements des jeunes, déconnectés de la société civile organisée. Je commencerai par toi, Anouar, peut-être. Qu'est-ce que tu as retenu? Merci Antonio. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, c'était comme vous avez rappelé, ça n'était pas réjouissant du tout d'assister à ces violations massives, surtout subies par les membres de la société civile tunisienne et internationale. Alors en fait, moi j'ai été frappé surtout par l'absence de la société civile organisée en fait. C'était marquant, en fait, la présence de jeunes qui appartenaient à des mouvements horizontaux, non organisés, et qui n'avaient pas de label en quelque sorte, et qui occupaient eux et elles le terrain. Alors que la société civile organisée n'a pas affiché de présence réelle, n'a pas impacté le terrain. Alors ça a été marquant pour moi parce qu'au début, la société civile, ça c'est son rôle. Au début, c'est de mobiliser les gens, c'est d'occuper le terrain et d'influencer les politiques publiques. Alors du coup, on était frappé par ça, moi personnellement, du moins. Alors j'ai essayé de voir pourquoi, en fait, pourquoi la société civile organisée n'a pas été vraiment présente sur le terrain, en fait. Et là, en réfléchissant à cette question, en fait, j'ai vu que réellement, la société civile aujourd'hui, après 10 ans de la Révolution, elle s'est métamorphosée un peu, en fait. Elle devient une société civile un peu rigide de point de vue organisationnel. Elle est formée essentiellement, et sa gouvernance repose essentiellement sur le salariat, alors que avant, c'était vraiment le bénévolat qui mobilisait en fait les sociétés civiles avant 2011. Et ça a été confronté à une réalité nouvelle. Ça veut dire que les mobilisations aujourd'hui, elles sont des mobilisations, comme j'ai dit, horizontaux et qui répondaient à des besoins imprévisibles. En fait, ça veut dire, par exemple, dernièrement, les événements qui arrivaient en fait à l'avenue Bourguiba ou autre, en fait, c'était brusque, c'était imprévisible, et la société civile s'est trouvée à la marge de tout ça parce qu'elle reposait sur une certaine organisation qui ne permet pas à la société civile d'être présente. Ça a été vraiment, je pense, le point qui m'a marqué le plus durant cette mobilisation. Et ça incite en fait à revoir le schéma de gouvernance de la société civile organisée pour pouvoir répondre à de tels défis. Voilà.
Donc, quelque part, pardon, ça devient difficile entre lunettes et masque. Tu pointes la professionnalisation de la société civile comme une entrave à son implication avec les mouvements sociaux. Boshra, je te voyais tilter sur ça. Ah, voilà, ça c'est très bien. Est-ce que tu partages ce constat et est-ce que tu penses comment tu penses qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire qu'en 10 ans après la Révolution, on se retrouve encore avec un État policier très puissant, capable finalement de réprimer des mouvements des jeunes spontanés qui émergent un peu partout dans le pays. Bon, d'abord, je ne suis pas d'accord du tout avec Anne que la société civile organisée n'était pas là. Au contraire, aussi bien Ali que les femmes démocrates, que Damj d'ailleurs était présent en tant que. Vous étiez très visible en tant qu'association. Ce n'était pas seulement des activistes et les autres associations. Je pense que les associations étaient là. Et n'oubliez pas toute la prise en charge des. Comme ça. tellement خايفة من مفجوعة من non, en plus on ne va pas donner un micro individuel. Donc il faudrait me rendre justice à la société civile, aux avocats, toute l'organisation qui a été faite. Moi, je ne suis pas plus avocate, mais j'étais dans le groupe qui faisait le suivi tous les jours de tous les procès, même des gens qui ne connaissaient pas. Et c'était magnifique. Moi, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il y a des moments où j'étais un peu déçue de l'absence de solidarité des jeunes associations par rapport aux associations historiques. Mais là, je trouvais qu'il y avait une vraie solidarité entre toutes les associations, une vraie présence de la société civile, aussi bien organisée ou pas. Maintenant, 10 ans après la répression, je suis pas très étonnée. Par contre, j'aimerais quand même relever que les syndicats de police, qui sont nombreux et qui sont politiquement diversifiés et pluriels, malheureusement, la société civile, on a occulté le rôle politique qu'ils ont joué quand ça nous arrangeait. C'est-à-dire qu'ils étaient là à chaque fois et ils prenaient des positions contre les droits humains d'une manière générale, contre les droits humains des terroristes, contre les droits humains des personnes qui étaient condamnées à mort ou susceptibles d'être condamnées à mort. Ils avaient des positionnements politiques et vous vous rappelez ce qui s'est passé au tribunal de Benarous et l'appui qu'ils ont trouvé auprès des progressistes, etc. Donc, pour moi, c'était attendu, mais je pense que c'est l'occasion pour nous d'être clair, d'avoir une position claire par rapport aux syndicats. C'est-à-dire que désormais, il faudrait qu'on réfléchisse, est-ce que les syndicats ont le droit de faire la politique, quelle qu'elle soit de notre côté ou de notre côté de l'autre bord. Donc, c'était prévisible, d'autant plus que nous sommes devant un État plus que faible et un gouvernement non soutenu. Bien sûr, il joue sur toutes les contradictions et tous les problèmes. Pour moi, j'ai suivi de près aussi bien l'arrestation de pratiquement la plupart et surtout ceux et celles que je connais, par exemple Rani ou Hamza, puisque j'étais avec lui quand il a été arrêté et tout. Et j'étais étonnée par la position de certains grands dirigeants du pays. Sans rentrer dans les détails, j'ai pu obtenir des informations. Ils n'étaient pas d'accord. Donc, c'est plus grave. Parce que quand tu es en face d'un État cohérent, c'est facile. Je pense qu'on a mené pendant 23 ans une bataille claire devant un État répressif qui a choisi la répression. Là, tu te rends compte que ceux qui sont et celles qui sont, censés diriger le pays, finalement, ils sont dépassés par justement les syndicats de police. Et pour moi, ça, c'est très grave. Et c'est l'occasion pour nous de réfléchir à la chose et vraiment d'être vigilant chaque fois que le syndicat, quelle que soit sa couleur politique, de condamner toute position politique, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est très important.
Sinon, voilà, je n'ai pas grand-chose. On va revenir, merci Boshra. Donc, je vais revenir aussi sur les mouvances, c'est-à-dire sur ces mouvements-là qui nous ont surpris aussi par leur rapidité d'action. Hein. On savait qu'il y avait des mouvements sociaux un peu dans tous les pays, mais on ne pensait pas qu'il allait quelque part ressortir tous ensemble. Alors, il y a eu un casus belli, comme on dit, c'est-à-dire les couvre-feux, les confinements des 4 jours, qui a été vécu aussi par certains comme une manière de dissoudre la mémoire des 10 ans de la Révolution, sans faire du procès d'intention, mais effectivement, scientifiquement, on a eu beaucoup de doutes sur cette mesure. Mais je me tourne un peu vers toi, Dora, parce que tu as beaucoup étudié aussi ces jeunes hein, de quartier, la manière dont ils réfléchissent à l'État. Donc, Boshra disait un État faible, mais eux, comment ils se positionnent par rapport à l'État et cette manière, cette mode d'action, qui est un mode d'action qui nous ne parle plus à la société civile organisée, c'est-à-dire la désobéissance civile quelque part, ou en tout cas le non-respect des règles, hein, le fait de brûler des pneus ou de rentrer dans un supermarché et de voler parce qu'on n'a pas à manger et l'État ne nous en donne pas, c'est de la désobéissance civile quelque part qui nous... Quand Boshra dit ils ne sont pas d'accord, les décideurs politiques, c'est aussi parce qu'il y a cette déconnexion totale entre les besoins de ces personnes et leur vécu et ce que nous pouvons vivre, nous tous compris d'ailleurs, j'imagine. Et donc voilà, j'aimerais bien que tu nous reviennes un peu aussi sur qui sont, je sais qu'il n'y a pas un profil type évidemment, et loin de là, mais en fait, comment on peut les connaître mieux quelque part? Bon, je profite quand même pour dire 2 petits mots sur ce qui précède. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé au cours de ces manifestations et de ces violences policières n'est qu'une concentration de ce qui se passe quotidiennement à l'égard de certaines populations dites marginalisées et marginales, avec un croisement parfois des critères de marginalisation, comme par exemple le statut économique doublé de l'appartenance à une catégorie contre-normative ou non-normative. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que finalement, les forces de l'ordre sont pris entre un impératif de maintien de l'ordre, bon, qui est institutionnellement légitimé, mais de l'autre côté aussi, on a l'impression que de plus en plus, on voit chez les agents de ce système sécuritaire une injonction implicite de maintien de la paix sociale, hein, qui passerait par le maintien d'un ordre social, avec une hiérarchie dominé-dominant, etc., etc. Et c'est ça qui me paraît très grave. Et ça devient de plus en plus légitimé également, puisque c'est sous couvert de paix sociale et de maintien de l'ordre que la majorité, enfin, que beaucoup de gens vont réclamer haut et fort. Alors, pour revenir à ta question, en fait, tout ça fait que ça converge vers ce que nous entendons tout le temps lors des focus group, des enquêtes de terrain nombreuses que nous avons menées à différents moments, moi et mes collègues, plusieurs collègues, c'est qu'il y a l'instauration depuis toujours, depuis le régime de Ben Ali, mais qui est devenu encore plus saillant après la chute du régime, à cause des attentes, justement, c'est l'instauration d'un paradoxe généralisé entre ce qui est officiellement, explicitement proclamé, aussi bien par l'État, c'est-à-dire le discours officiel, que par les gouvernants, que par les institutions éducatives, politiques, tout ce que vous voulez, d'un discours donc, qui proclame quelque chose, à savoir le droit, les droits de l'homme, etc., etc. Mais de l'autre côté, tout ça est annulé en même temps par les pratiques, par le niveau pragmatique. Ces paradoxes-là rendent fou, au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'en psychologie, on vous dira qu'être confronté quotidiennement à un paradoxe, ça peut mener à la schizophrénie. Ça rend réellement fou. Alors, comment traduire cette folie ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, et je voudrais accuser personne, mais si on a vu que l'apparition de mouvements sociaux parallèles à la société civile organisée, c'est parce que, à mon avis, la société civile organisée est devenue inintelligible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne s'attaque jamais au postulat de base de la pensée. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire qu'on a le droit d'être athée, par exemple, on va dire on est tous musulmans.
Au lieu de dire qu'on a le droit de disposer de son corps et de faire ce qu'on veut de son sexe, on va dire « et si c'était ton frère et si c'était ta sœur ?» On ne s'attaque jamais aux postulats de base qui sont sous-jacents au débat. Ça ne peut mener qu'à des compromis qui ne satisfont jamais personne. La seule façon d'arriver à ce qu'on appelle un consensus, qui n'est pas du tout un compromis, mais c'est une réorganisation d'une réalité ou des idées, c'est de laisser éclater le conflit. Mais le conflit, lequel? Pas physique, pas personnel, mais un conflit d'idées. On est toujours dans l'évitement de ce conflit-là. Parce qu'on a l'impression qu'en faisant éclater un conflit d'idées, on remet en question la sacralité du lien social. Ce qui est une erreur fondamentale, et aucun représentant de la société civile ou politique, je n'ai jamais vu une réelle remise en question des postulats de base, c'est-à-dire une formulation claire, courageuse et nette des termes de l'opposition. Si je veux la liberté, c'est que je l'oppose à l'aliénation et non pas à la vertu, par exemple. Voilà, une mise en mots, une explicitation des termes du conflit. Chose qui n'est jamais faite. D'où on baigne tout le temps dans le compromis. Voilà. Alors, je pourrais continuer encore beaucoup, mais je vais m'arrêter là, par respect pour les autres. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes extrêmement discipliné. Je n'ai même pas dû vous rappeler que vous aviez 3 minutes chacun. Donc, mes félicitations. J'aimerais continuer sur l'étude de ce qui s'est passé pendant cette période, justement toujours dans une recherche de comment nous positionnons en tant que relève militante, hein, quelque part, et qui est la relève militante. Est-ce que ce sont ces jeunes, la relève militante, Hamza, j'ai envie de te dire? Est-ce que c'est eux, la relève militante, toi qui as été avec eux aussi? عسلامة باش نتكلم بالدارجة التونسية. أنا الحقيقة نحب نرجع اللي كان يحكي فيه أنور وبشرى، خاطر اللي يحكي فيه أنور صحيح واللي حكيته بشرى زاد صحيح. عسلامة. كما كنت ما عادش تسمعوا فيا ولا؟ ان فيت خاطر كلام انور صحيح. الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان من عامين عملت دراسه للشباب التوانسه الشباب التوانسه ما عادش عندهم ثقه في الفاعلين السياسيين الكلاسيكيين. معناتها انا نذكر خدمت على حي التضامن، معناتها اكثر من 90% من الشباب ما عادش عندهم ثقه لا في النقابات لا في الجمعيات لا في الاحزاب السياسيه لا في حتى شيء. لكن في نفس الوقت الاثناء وخلافا مثلا 2018، مثلا انا كنت في 2018 في فاش نستناو الحمله فاش نستناو اللي فيها توقفوا اكثر من 1500 شاب زاد راهو. وقتها المنظمات الوطنيه ما كانتش في مستوى اللحظه. اثناء على خلاف السنوات اللي فاتت المنظمات الوطنيه كما الرابطه والجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات ودمج وغيرها من المنظمات كانت في مستوى اللحظه وكانت في تطلعات الشباب. اليوم الشباب التوانسه على الاقل اللي انا مثلا توقفت معاهم ونعرفهم يعرفوا اللي فما رابطه تونسيه للدفاع عن حقوق الانسان. الاولياء في الاحياء الشعبيه ولاو يعرفوا انه فما منظمات وقت تتوجه لها فما امكانيه انك تجيب حقك وتحق حق معناتها الناس اللي هي معناتها يمكن ظلمت. الشباب التوانسه انا حسب رايي ما همش بعاد علينا برشا، بالحق ما همش بعاد علينا برشا. هما بمسافه ان نخزروا منين كنا نخزروا من فوق نولوا نخزروا لهم احنا وياهم فرد مستوى. الحاجه الثانيه اللي نحب ديما نشير لها في الفتره الاخيره ونتكلم عليها هو ديما فما محاوله من السلطه باش تفصل الحركه الحقوقيه ومطالب الحركه الحقوقيه على المطالب الشعبيه. ديما كنا كي نخرجوا يقولوا لنا لا ما هيش مطالبنا، وديما هذه ما هيش مطالب الشعب التونسي. الحركه الكويريه اليوم وقت اللي خرجت ما خرجتش الطالب بالحريات الفرديه اكهو، خرجت الطالب بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. وشفنا مناضلين ومناضلات الحركه الكويريه اليوم يطالبوا بحقهم في التشغيل وحقهم في الكرامه وحقهم في احترام الحرمه البشريه بنفس الدرجه اللي طالبوا بها مثلا بالغاء تجريم المثليه الجنسيه. شفنا الناس اللي هي تخرج وتقول لا للفصل 52 اللي هو معناتها يجرم استهلاك القنب الهندي بنفس الطريقه يطالبوا معناتها بحقوق الكوميونيتي كوير. شفنا الحركه النسويه ومنظمات وشخصيات الوطنيه النسويه يعني متضامنات
وهبات للدفاع على الحركه الكويريه بنفس الدرجه. هذاك علاش انا حسب رايي انا عندي 10 سنين يمكن تو ننشط ونعمل في الشان العام. اكثر فتره تجلى فيها التضامن والتقاطع ورص الصفوف نتاع الناس هي الفتره هذه. واهم حاجه انه ما كناش معزولين وما كناش بعاد على الناس، كنا في وسط الناس ومع الناس معناتها. Merci. Tu vois, on a un exemple de relève militante peut-être déjà parmi nous. Donc, on clôture ce tour de table justement et continuer. Karem, je te passerai la parole pour savoir. Bon, on en a parlé déjà, mais je pense qu'il faut revenir. C'est pas une autocritique forcément vide de la société civile, mais en fait, comment on peut combler cette méfiance qui existe? Est-ce qu'on n'est pas des clubs privés aussi devenus voilà, entre nous, dans les grandes salles d'hôtel, voilà, on fait des activités qui sont très exclusives au final, qui laissent de côté ce qui est notre but social et qui devrait être ces personnes-là? Alors, merci tout d'abord. Alors, je voudrais juste rebondir sur quelques trucs que j'ai entendus. Alors, pour ce qui est de la société civile 10 ans après la Révolution, je dirais plutôt que c'est une société civile plus mûre. Voilà, ça, il faut le souligner. Et même pour les activistes et les militants et les personnes qui sont au sein d'associations jeunes qui militent pour les droits des libertés individuelles et de la communauté LGBTQI+. Alors, le problème qui se pose aussi, c'est le modèle qu'on a instauré de safety et de sécurité à double facette, malheureusement, qui implique aussi cette responsabilité par rapport à nos membres et à nos amis de l'association, de la société civile en général, qui nous met dans une position, malheureusement, qui n'est pas dans l'appel avec un grand nombre de personnes à être présents dans les rues, parce que aussi il faut assumer la responsabilité de la sécurité de toutes les personnes qui sont des membres d'une association quelconque. Ça, c'est une chose aussi. Alors, pour ce qui est de la participation dans les rues, j'y étais. Il y avait plusieurs personnes de plusieurs associations, mais la différence, c'est la visibilité. Et là, c'est une question aussi dont la société civile aussi, dans ce genre de contexte, ne prend pas le même positionnement parfois. Alors, il y a ceux qui peut-être voudraient aussi être visibles parce que c'est important, ça peut faire changer les choses, oui. D'autres ne préfèrent pas peut-être cette voie. Ça, c'est une question peut-être sur laquelle on n'est pas tous et toutes d'accord. Voilà. Pour ce qui est des mouvements dernièrement, alors c'est différent. Il y a des personnes qui préfèrent peut-être ou qui optent pour le fait d'être dans la rue. D'autres personnes font les choses à leur manière, mais aussi c'est pas la manière qu'on a réinventée. C'est une manière qu'on a choisie aussi après une critique de ce qui s'est passé après la Révolution. 10 ans, on était présents en 2015, en 2013, dans les manifestations, etc., etc. Mais est-ce que ça a réellement fait changer les choses ou pas? Dans un engrenage politique qu'on est en train de vivre depuis la Révolution. Et je pense que non, surtout sur la question des libertés individuelles. Alors ça, c'est aussi important. Une interaction vraie, comme a dit Hamza et comme vous avez toutes et toutes soulevé, une interaction entre les membres de la société civile avec les jeunes des mouvements qui ne sont pas organisés et structurés d'une manière, on va dire, à l'ancienne. Mais aussi, il y a un réel manque de structuration et de formulation, comme vous l'avez dit, des revendications claires, nettes et précises pour nos droits en tant que personnes LGBT d'une part, et aussi il est très important de savoir se repositionner et de se positionner dans des luttes sociales et économiques qui ne sont pas aussi simplement une question d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Voilà. Merci Karem. On termine ce tour de table avec Badr que je laissais volontairement en dernier pour me faire aussi
un peu quelque part une synthèse de ce qu'on a entendu, mais aussi parce qu'il faut le reconnaître, Damj a été en première ligne dans ces mois-là, et je pense qu'il faut saluer cet engagement. On les a vus, on vous a vu partout, au risque de votre propre voilà, santé, sécurité, et voilà. Donc, je voulais avoir ton retour sur comment tu as vécu en tant que militant, mais aussi fondateur de Damj, ces événements-là. Merci Antonio, merci à toutes les participantes et les participants. En fait, donc j'ai essayé de griffonner quelques réflexions en fait, parce que le sujet, donc, et toi tu as très bien fait en fait en dressant un peu le décor pour avec le constat en fait que tu avais fait, donc qui est extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord pour dire la vérité avec Boshra et avec Hamza également. Je comprends la position de notre ami également Anwar. Moi, je dirais que donc il y a eu l'émergence d'une certaine solidarité que on croirait on croirait, je dirais, spontanée, mais elle ne l'est pas en fait. Et peut-être, en fait, il faut qu'on appelle les choses telles quelles, par leur nom. Moi, je dirais que donc il y a une injustice qui est ressentie par plusieurs tranches de la société tunisienne, et également il y a des détestations, et je n'ai pas peur de dire le mot, en fait, il y a des détestations également communes. Et là, je parle de l'agissement des forces de l'ordre en particulier et les syndicats, en fait, de la police. Je dirais également que et ces forces-là, parmi d'autres également, en fait, donc elles ont essayé, ils le font encore, en fait, de dépouiller donc ces mouvements protestataires qu'on croirait mal organisés ou bien mal structurés, alors qu'au fond, ils sont extrêmement structurés. Et ça, peut-être, comme on l'avait discuté je l'avais discuté avec quelques amis. En fait, donc cela nécessiterait beaucoup de recherche. Et là, donc, je pense que c'est le rôle également donc, des académiciens de travailler davantage sur ça. Donc, ces mouvements protestataires, donc, ils ont été diffamés. Il y a eu une volonté, en fait, également de les dépouiller. Donc, surtout en parlant de jeunes, parce qu'on sait que c'est parmi les 2000 personnes qui étaient arrêtées, il y a plus que 60%, plus que 40% qui étaient mineurs, si je ne me trompe pas, Hamza. Et donc, ce mouvement-là, donc, le mouvement contraire, moi, je dirais, donc, le contrepoint, en fait, donc il a essayé de toutes ses forces, en fait, de dépouiller donc ce mouvement protestataire de toute charge identitaire ou bien politique, et en diabolisant les jeunes, en les nommant, en les appelant par tous les noms, et en les qualifiant de hors-la-loi, de casseurs nocturnes, de personnes perverses et des personnes aux mœurs légères. Après, je dirais également, en fait, d'où est-ce que ça vient tout ça, en fait, donc pourquoi, en fait, 2021, après 10 ans du début de la révolution, moi je dirais que c'était le résultat d'une situation socio-économico-politique critique déjà à la base. Donc là, c'est un constat à faire également, et on voit que tous les différents gouvernements, ils ont à des degrés peut-être différents, donc ils ont tous échoué en fait à faire évoluer la situation sociale et économique des Tunisiennes et des Tunisiens, et donc cette précarité donc qui s'est généralisée également, et ça s'est précarisé, en fait, je dirais, donc avec également la conjoncture actuelle. Donc, on parle de dictature tout le temps, mais là, il y a également donc, ce que j'appellerais, moi, personnellement, cette dictature sanitaire également, donc qui a fait changer la face du monde. Donc, et là, je parle du coronavirus de 2019. Donc, il y a également, en fait, je reviens encore une fois parce que donc là, c'est quelque chose d'extrêmement important à souligner. On n'a pas toujours la parole pour parler de ça. Donc, c'est la police et les forces de l'ordre en général, leur agissement et également un certain, je ne sais pas si je dirais laxisme ou bien un certain suivisme en fait révoltant et extrêmement choquant pour moi en fait, donc des politiques également. Je pense que l'oppression, en fait, donc,
Pourquoi? Parce que donc j'ai entendu donc pourquoi cette fois-ci donc il y a eu cette visibilité en fait et cette union en fait ou bien cette rencontre dans ce moment historique entre les membres de la communauté LGBT, les activistes et également les jeunes. Donc parce que donc moi je dirais que l'oppression donc là je reviens au concept de l'oppression triangulaire en fait. Donc c'est un concept qui a été qui est apparu en fait dans les années 70, donc surtout qui a été je vais pas dire inventé, mais qui a été mis en avant en fait par les activistes féministes noirs d'origine africaine et donc qui dit que qui proclame que l'oppression elle s'appuie sur 3 points. Il y a le premier point donc c'est la situation je dirais économique, la discrimination raciale. Et là, donc, on peut parler de discrimination. Eux, à la base, elle, en fait, à la base, elle parlait de racisme. Moi, et de race. Moi, là, je parlerai plutôt de discrimination, plus englobante, en fait, et de sexisme également. Les trois prismes célèbres auxquels j'invite toujours à utiliser pour lire la réalité. Alors, comme on a pris quand même un peu de retard et que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de viande sous le feu, comme on dit, moi, j'aimerais bien peut-être commencer à prendre quelques interventions du public, de vous. Je vous reconnais tous, vous êtes surtout des militants, vous êtes aussi une nouvelle relève parce que je vois beaucoup de jeunes. Alors, il ne faudrait pas hésiter aussi à être critique par rapport à ce que vous avez entendu. Nous représentons quelque part plus ou moins l'ancienne génération des militants. On vous laisse un monde qui est sans doute pas meilleur de comment nous l'avons trouvé. Donc, on a quelques fautes quelque part. Donc, voilà, j'aimerais bien aussi prendre quelques interventions. Voilà, je vois des mains. Alors, je précise que les personnes ne seront pas enregistrées. C'est ça, Sophie? Voilà, je l'ai dit comme ça. Voilà. Donc, il y a déjà un monsieur là-bas que je vois. Je ne vois pas très bien, moi, parce que j'ai la lumière. Alors, il y a 1, 2 et 3. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Après, signalez-vous s'il y en a d'autres. Je vous ai vu. Je t'ai vu, tu parleras juste après les messieurs. Et je t'ai vu aussi. Hein. Donc je parle. J'ai été très amusé par la réflexion de Dora et j'aimerais la pousser jusqu'au bout. Est-ce que la société civile ne reconduit pas des injonctions paradoxales dans ses messages? Et l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand j'habitais à Madrid, une campagne contre la violence faite aux femmes, et c'est authentique. Là, c'était de grandes publicités avec une femme avec un œil au beurre noir, tous les signes d'une grande violence subie. Et le slogan était si eres un hombre, no golpeas a una mujer. C'est-à-dire, si tu es un homme, tu ne frappes pas les femmes. Et cette campagne était censée lutter contre le sexisme, essentiellement. Donc ça, d'une part. Et d'autre part, ma seconde question à vous tous, c'est est-ce que les derniers événements, les convergences qui s'en sont suivies, qui sont nouvelles, hein, je pense que ça mérite d'être noté, on nommera pas les acteurs, mais certains acteurs ont pu travailler ensemble ces derniers mois qui auparavant s'ignoraient. Est-ce que, en fait, ça ne révèle pas que le combat pour que chacun fasse ce qu'il entend de ses fesses ou des autres parties de son corps n'est pas seulement une question morale, mais une question à proprement parler politique, puisque dans ce mouvement, nous étions
réellement, effectivement, dans un mouvement de caractère politique. Merci. Merci. Tu as introduit une question qu'on aurait de toute manière posée, donc on la garde. Vous aurez la possibilité de répondre tout à l'heure sur la politisation justement du combat. Par proximité, je dirais qu'il y avait une fille qui avait levé la main, voilà, là-bas. Et ensuite, il y a le monsieur au fond. Je n'ai pas vu d'autres mains levées, alors... Ah, il y a quelqu'un là-bas, c'est ça? Ah, d'accord, je t'ai vu. عسلامة كتبت برشا دي نوت وانتم تحكيوا دونك عندي 3 كيستيون بور 3 بيرسون. حبيت نسأل بدر بويسكو ما عدمش رينا في الرابور اللي توا توزع علينا وفي برشا معناها دي سيتواسيون اخرين حكيتوا على لي بيرسون اللي بيان سور توقفوا تعرضوا لبرشا دي فيولونس في الاحداث الاخرانيه. حبيت نسأل اسكو فما دي بورسنتاج نتاع لي بيرسون كي سيدونتيفي كوم كوير ولا دو لا كوميونيتي ال جي بي تي اللي هما تعرضوا للفيولونس والا الايقافات ولا اي نوع من الهرسله من عند البوليسيه، معناها ستاتيستيك واضحه وصريحه تقول كذا كذا. سينو سؤالي الثاني الكرم. كرم حكيت برشا كيفاش من الريفولوسيون لليوم ما ريناش شانجمون سوسيال ولا بوليتيك اللي محترم حسب رايك انت. دونك شنو هما لي زابروش الاخرين ابار اللي عملناه الكل ابار اللي صار الكل، شنو هما لي زابروش اخرين اللي نجموا نتبعوهم باش يصير الشانجمون هذايا اللي احنا حشتنا به؟ واخر سؤال لحمزه. اول حاجه ديزولي على الاخر على اللي صار الكل و اي ريسبكت يو على الاخر كيفاش خرجت منها. دونك بالعاني نحب نسالك انت السؤال هذايا على خاطر كنت من الناس اللي توقفت وكنت من الناس اللي تعرضت للهرسله هذيا. اسكو حسب رايك بويسكو اغلب الناس اللي توقفت واغلب الناس اللي تعرضت للهرسله، ونقول اغلب معناها الاكسبرسيون دو جونغ نتاعهم ما هياش خارجه على النمط اللي يراه البوليسي في اليوم العادي؟ اسكو ترى انه السكشواليتي والاكسبرسيون جونغ والايدنتيتي جونغ دي بيرسون هذوما كانت عامل رئيسي في الايقافات ولا لا؟ والا جوست لو فات اللي احنا كنا في الشارع واللي احنا كنا مع متظاهرين من دي اسوسياسيون اخرين ومن دي كوميونيتي اخرين جوست وجودنا كان كافي باش انه البعض منا يتوقف ويتعرض للهرسله هذه؟ شكرا. Alors, il y a ces deux, si quelqu'un les voit, donc il y a un monsieur qui est juste là au centre et ensuite il y a quelqu'un là-haut. Voilà. Bon, je suis désolé, vous étiez les premiers à avoir levé la main et là, tout le monde vous passe devant. C'est pas grave. Allez-y. Je vais parler en arabe. Oui, il n'y a pas de problème. نحب نقول ميرسي اللي ثم حاجه كيما هكا نجموا نعبروا فيها على راينا والشباب ينجم يحضر هنا ويحكي مع منظمين. ميكرو سيل فو بلي ميكرو. نحب نشكر الناس الكل اللي هنا على خاطر عطيتوا فرصه للشباب باش ينجم يحكي مع مناضلين في المجال نتاع حقوق الفرديه. ونحب نتوجه بأسئلة شوية مطولة شوية للمناضلين هذوما. نحب نقول لهم اسكو طرح الحريات الفردية، المشكلة متاع الحريات الفردية في منظور متاع انها حريات برك، حريات فردية برك، متاع انها اقليات في مواجهه الاغلبيه، متاع انها اقليه تحب تفرض النمط متاعها على الاغلبيه، بلاش كما نقولوا احنا ما نطرحوا يعني مشكله اخرى هي بالاساس قائمه على الانتاج وعلاقات الانتاج بين العباد. يعني المشكله بالاساس هي مشكله عداله اجتماعيه، مشكله بالاساس نمط اقتصادي عندنا في البلاد نتاعنا اللي تخلي مش جوست الجي بي تي ولا الناس اللي عندها توجهات جنسيه مغايره ولا جندريه مغايره هي اللي عايشه في نوع من انها عايشه في هامش، تخلي انه جزء كبير نتاع الشعب التونسي اصلا عايش في الهامش. مشكله طبقيه بالاساس، فهمتني؟ يعني تغيير، يعني مثلا
على سبيل المثال علاش احنا التوانسه عندنا نظره خايبه على الناس اللي عندهم توجهات جنسيه مغايره للتوجهات النمطيه؟ بالاساس علاش؟ على خاطر الدوله عندها نمط معين في التعليم، عندها زاد دولة همشت التعليم، وكان باش نكملوا في تهميش التعليم راهو اغلب الشعب التونسي باش يقعد عنده فكره مغلوطه ويقعد ديما في مخه الديسكريمينا، يعني يقعد ديما يعني الفكر نتاعو ماهوش متفتح على الاقليات، ما ينجمش يتعامل معها بالكل. شنو عملتوا يعني انتم كمناضلين في ومناضلات يعني في الشيء هذا، يعني في صالح تغيير الحقيقه الاقتصاديه اللي عايشه فيها تونس، باش الاقليات والاغلبيه نتاع الشعب التونسي كلها يعني تنجم يعني تواجه المشاكل هذه الكل. وميرسي. Merci. Alors, messieurs, entre-temps, on a encore quelqu'un d'autre. Alors, je vous prie de vous manifester maintenant parce qu'après, on clôture et on fait un tour de réponse. Oui, j'ai vu. Donc, il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouh, ouais. Voilà. Alors, je vous impose aussi la règle des 3 minutes, voire 2 peut-être. Ouais, mais déjà, donc... S'il vous plaît, question ou intervention rapide. Donc, les messieurs. Voilà, pour être bref, alors, le sujet tellement qu'elle relève militante aujourd'hui, c'est déjà c'est un problème. Il y a un goulot, ce qu'on appelle d'étranglement, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a la conjugaison de 3 facteurs, qui est l'État. L'État est comment? Et il est né suite à un système politique qu'on a choisi, le parlementaire, ce que vous voulez. Bon. Deuxièmement, il y a l'opposition, c'est-à-dire les partis politiques qui ne sont pas inclus dans le système de l'État. Donc, ni l'État a une philosophie évolutive, c'est-à-dire qui résout tant de problèmes, disons, dans le court terme, dans le moyen terme et tout ça, et l'autre partie, c'est la plus importante, c'est la société civile. Est-ce que, d'ailleurs, le président de la République, il a dit qu'on va intégrer la société civile, les jeunes et tout ça. Bon, les jeunes d'aujourd'hui, quel est leur problème? C'est l'emploi. Parce qu'après tant d'années d'études et tout ça, il faut trouver un emploi. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est la dignité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et à long terme, il faut revoir le système éducatif, culturel et tout ça qui prône, c'est-à-dire des individus qui pensent, qui voient un autre système politique, économique, surtout économique, qui résout ces problèmes-là. Et troisième, disons, point qui est plus important, dans les sociétés, enfin dans les associations, tout ça, où est la part des jeunes dans la haute stature et tout ça? Mais elle est quasiment nulle. C'est pour cela qu'on arrive à ce point d'étranglement, parce que les idées, ce sont les mêmes idées usées, vétustes, c'est ce que vous voulez, mais on n'arrive jamais, on laisse jamais aux jeunes de s'exprimer. Ça, c'est sûr, ça, on le voit. C'est pour cela qu'on n'avance pas. On reste toujours sur ce point en tournant rond. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et justement, regardez, il y a 3 jeunes qui veulent s'exprimer. On les laisse s'exprimer maintenant. Si quelqu'un le voit avec le micro, je sais. Ah, voilà, il est là. Donc, il arrive. Donc, vous pouvez le laisser ici. Vous voulez passer entre vous. Hein. Donc, ma question est par rapport à la visibilité de la communauté LGBT. Lors de son intervention, Karam a mentionné que la communauté est pratiquement divisée en 2. Une partie qui est pour une meilleure ou une plus grande visibilité et exposition de la communauté sur la scène publique, et une autre moitié qui n'est pas en faveur de ça. Donc, si possible, j'aimerais bien avoir votre avis personnel à partir de votre vécu personnel et professionnel par rapport aux 2 approches. Laquelle vous jugez serait meilleure dans le contexte tunisien actuel? Je sais qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais à partir de votre vécu à vous, laquelle vous jugez serait meilleure? Voilà, merci. Merci. On continue encore deux personnes. Ah non, il y a même Insaf qui doit. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie tellement.
Et je vois que c'est très intéressant tout ce que vous avez déjà dit, mais la seule chose que je voulais dire, déjà, j'aurais vraiment aimé vous voir parler en français et en arabe parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas compris tout ce que vous avez dit et parce qu'à un certain moment, on ne se rend pas compte de nos privilèges et là, la société et la communauté LGBT fait partie de cet événement qui est très important pour nous tous et toutes. Et voilà, je voulais juste réclamer ça et merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. On demandera la traduction, Sophie, la prochaine. Les gros moyens de l'IFT. السلام عليكم. قبل ما نبدا كلمتي طبعا موجهه للاستاذه بشرى بالحاجه حميده. نحب ننوه على الاخ اللي تساءل ان لابد من تغيير نمط التعليم السائد. نحب نوضح له ان في هناك سبب اخر وقله قليله يتحدثون عن هذا الموضوع اللي هو الدين او الاديان. واظني من اكثر الناس اللي تكلمت عن تجديد الخطاب الديني الاستاذه بشرى بالحاجه حميده. استاذه بشرى نحب نسالك فيما يخص تجديد الخطاب الديني، طبعا بحكم انا من ليبيا منيش من تونس، نحب نعرف كيف يمكن ان يؤثر تجديد الخطاب الديني على ليبيا. نحن نعرف احنا الان في رده خطيره صايره في ليبيا، قد يمكن ان نرجع الى 1400 سنه التالي، والحدود التي تفصل بيناتنا ما لا تذكر. يعني كيفاش يمكن يؤثر بين تجديد الخطاب الديني في تونس على ليبيا المجاورة لتونس؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، احنا كناشطين أو تنويريين أو ناس ضد الظلامية بعيدا عن الأكاديميات وخرجنا من أوطاننا، كيف يمكن أن ننقذ أوطاننا ونحن في بلد غير وطننا؟ سؤال موجه للأستاذة بشرى. Alors, merci. Donc, on clôture juste avec Insaf, à qui je ne peux pas refuser, évidemment, la parole. Hein? Non, c'est la dernière à avoir levé la main, soyons honnêtes. Donc, du coup, on fera un tour de réponse. S'il reste du temps et que vous n'êtes pas fatigué, moi, je n'ai pas d'autre engagement après. Hein, mais on m'a dit à 8 heures, tu dois terminer. Donc, Insaf, je t'ai pris. Le micro, là-bas. Pardon. Merci Antonio pour ta générosité. J'ai juste une petite question, histoire de recentrer le débat parce que c'est sur la relève militante. Je vais être un petit peu peut-être minimaliste, mais je pense qu'aujourd'hui on pourrait dire que la relève militante se fait par des jeunes qui se structurent dans des mouvements sociaux, économico-sociaux, politico-économico-sociaux. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'ils ne sont pas structurés. Ils sont structurés à leur manière, ils décident de rester anonymes. Et c'est là que la question se pose, comment... est-ce que déjà on sait qu'ils ne font pas confiance à la société civile vu qu'ils veulent rester anonymes, ils ne veulent pas se mettre en relation avec la société civile. Est-ce que la société civile leur fait confiance? Est-ce qu'elle est prête à travailler avec eux? Comment justement ouvrir une brèche, ouvrir des canaux de dialogue au moins, et puis de travail avec ces jeunes-là? Merci. Alors, on essaie de faire un deuxième tour de table en intégrant ces questions qui vous sont adressées de manière spécifique et individuelle parfois, parce qu'on les croise aussi avec les questions que moi j'ai à vous poser. Alors, il y avait une question, la question de Laurent, je pense qu'elle mérite d'être approfondie. Je voudrais l'approfondir avec toi, Bad, pour commencer. C'est la question de quelque part de la lutte politique. Hein. On a vu dans ces manifestations les mouvements queer manifester aux côtés de militants et spontanés qui réclamaient plutôt des questions qui sont liées aux droits socio-économiques. Alors encore une fois, on n'est pas aussi sur une question d'indivisibilité des droits qui isoler les causes quelque part ne les rend pas plus fragiles. Il y avait quelqu'un qui disait, alors je n'ai pas bien suivi en arabe, mais il disait
quelque part, il ne faut pas que ce soit une revendication vécue comme une revendication des minorités. Il y a beaucoup d'autres choses, etc. Voilà. Est-ce que là, quand on voit les drapeaux, c'est l'ancien parti communiste avec écrit queer en dessous, est-ce que c'est pas une image historique, en fait, quelque part? C'est pas les liens entre les luttes pour les droits économiques et sociaux et les luttes pour l'affirmation de sa sexualité comme on le veut. J'ai trouvé ça particulièrement, personnellement, touchant. Voilà. Ils sont passés apparemment les photos. Vous les avez pas vues? Ah, d'accord. On les passe, voilà, donc on ne les voit pas. Alors, Bader, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a inspiré tout ça? Quelle question en fait. Donc, de toute façon, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, donc j'ai essayé de griffonner quelques points en fait pour ne pas perdre le fil de mes pensées. Moi, je vais commencer par le commencement. Donc, il y a toujours donc de l'invisibilisation. La visibilité. D'accord. Donc, il y a eu toujours donc en fait une sorte d'infériorisation et invisibilisation des membres de la communauté. En fait, la communauté, donc c'est pas la première fois que des membres, des activistes donc jeunes aussi, donc soit aux premières lignes. Donc sans aucune prétention en fait. Donc depuis le début donc des mouvements donc de ce mouvement ou bien de ce processus révolutionnaire qui avait commencé fin 2010 début 2011, donc la communauté elle était là. Mais par la suite, en fait, donc elle était là donc dès les tout premiers jours. Et pour les personnes qui connaissent très bien le contexte, en fait, donc les toutes premières manifestations, c'était à la place Mohamed Ali, donc devant l'UGTT. Et là, en fait, donc les membres de la communauté, ils étaient et elles étaient présentes, en fait, aux premières lignes à côté des autres citoyens et citoyennes en fait tunisiennes pour réclamer plus de liberté, plus de dignité, pour protester contre cet État policier et ce régime, cette dictature. Après, je dirais que ce qui s'est passé en fait, donc cette fois-ci, peut-être je reviens en fait donc au début donc du mouvement révolutionnaire en fait qu'on a essayé de, moi je dirais, donc il y a ce regard malheureusement un peu orientaliste en fait, donc on l'a appelé nous ici en Tunisie, donc quand on était sur le terrain et dans les rues, donc c'était la révolution de la dignité et de la liberté et de la dignité. Et après, on a commencé des gens donc, nous parler donc, de printemps arabe et de nous parler de la révolution de Jasmin. Ce regard, donc, il est également à discuter, à effacer et à discuter également. Et je vois que nous sommes dans la même erreur historique cette fois-ci également, parce qu'il faut rappeler que ces mouvements protestataires, en fait, ils ont commencé dans la ville de Célienne. Donc, il y avait, donc nous, on l'avait appelé donc au départ. Donc, j'ai vu les tout premiers tweets, les toutes premières réactions et les posts sur Facebook, c'était Thawrat al-Ra'i. Donc, c'était la révolution du berger. Donc, tous ces incidents sans vouloir donc mettre trop de focus là-dessus, mais je crois qu'il faut rappeler ce point-là. Donc, tout a commencé à Célienne, à Quentin Berger, donc a laissé donc certaines de ces bêtes, elles sont rentrées dans le gouvernorat, le jardin du gouvernorat de Célienne, et la personne, elle a été maltraitée et violentée carrément par un policier. Donc, mon constat, c'est que tout commence dans les villes marginalisées et surtout dans les quartiers populaires. Et là, pour répondre, je pense à une autre question qui avait dit, donc, qu'est-ce qui a fait que, et ta question également, Antonio, qu'est-ce qui a fait que, donc, il y a eu cette convergence ou bien qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce moment historique où certaines, je dirais, tranches de la population se sont rencontrées une fois pendant ces mouvements donc de janvier et de février. Il a dit, je dis que les quartiers en fait populaires étaient toujours les lieux de toutes les discriminations et les violences institutionnelles. Les militants et les militantes de la société civile en fait
peinaient toujours, je dirais, ou jusqu'à une certaine limite à y avoir accès et également à écouter la voix en fait donc de ces populations ou bien cette tranche dissidente et protestataire des Tunisiens et des Tunisiennes. Et donc, elle peinait également à en déchiffrer et à décoder les messages qu'on recevait ou bien les cris d'alerte en fait. Donc le mouvement de janvier-février pour moi donc consiste un moment historique qui nous rappelle 2010-2011 où un groupe où les militants et les militantes ont renoué avec les masses populaires. Donc il y a eu une sorte de majorité. Donc je suis un peu peut-être romantique en disant ça. Donc, il y a eu un moment d'euphorie ou bien d'ivresse révolutionnaire qu'on a revécu après 10 ans de dépression, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et je dirais que nous parlons en fait de pourquoi en fait donc également donc la question qui se pose donc pourquoi ces jeunes des quartiers, ces jeunes qui protestent contre la criminalisation de l'utilisation du cannabis, pourquoi donc ces jeunes des quartiers défavorisés qui protestent en fait donc parce qu'ils protestent en fait contre donc nous parlons là donc de droit à la libre circulation qui est quotidiennement bafoué. Nous parlons également de légitimisation en fait de l'existence de certaines personnes. Nous parlons également de l'émission, moi je dirais préhistorique en fait de l'État dans la vie privée des gens et de sa mainmise sur nos corps. Merci Badr. Je sais que je vous fais violence, mais on a besoin de tenir un peu le temps. Alors la question elle est très large. Je sais que tu veux réagir Dor, aussi sur la question de l'invisibilité, pardon. Mais moi j'avais aussi une question qui était relative à ton champ de recherche, qui est justement est-ce qu'on n'a pas été face à un épisode clair de criminalisation de la pauvreté? Et en fait, est-ce que les États, ou l'État tunisien, mais les États de manière générale, ont-ils d'autres choix aujourd'hui que de criminaliser la pauvreté, étant donné l'impossibilité, en fait, et l'absence de volonté totale à aller vers des réformes qui garantissent le partage des richesses? Moi, je pense que la criminalisation de la pauvreté est inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement quelque chose de délibéré. Elle peut l'être, mais je pense que dans la plupart des cas, elle est inconsciente et c'est encore pire. C'est pire parce que ça dépend, elle est déterminée non pas par une volonté consciente de dominer, mais plutôt par l'idée qu'il y a un ordre naturel des choses et que si les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils le méritent. Alors, ça doit passer par deux choses. Ça passe par l'essentialisation de la marginalité elle-même. Il n'y a pas que la pauvreté, je suis désolée, hein, il y a aussi d'autres choses à part la pauvreté. La marginalité, ce sont des marginalités, non pas une marginalité économique, pour contredire monsieur qui a dit que le seul vrai problème était l'emploi. Non, c'est pas ça. L'emploi, l'absence d'employabilité de certaines catégories n'est que le résultat d'une stigmatisation et d'une violence symbolique et d'une exclusion symbolique d'abord. Quand une personne qui sort de son quartier est contrôlée 10 fois, c'est là que commence la marginalisation. Comment voulez-vous que cette personne trouve du travail? Comment voulez-vous qu'elle aille à son travail? Comment voulez-vous qu'elle se considère elle-même comme étant capable de travailler et de trouver un emploi digne de ce nom? Déjà. Quand elle est contrôlée 10 fois, uniquement à cause de son faciès, ou à cause d'une coiffure, ou à cause d'une boucle d'oreille pour un homme, enfin, c'est là où commence le problème. Et cette stigmatisation, ce stigmate qu'on attribue à la personne ou à un groupe de personnes, il est essentialisé, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il définit par nature ces personnes-là, ce qui légitime par la suite le fait qu'on les invisibilise et qu'on leur interdit l'espace public. Vous savez, il y a des gens, quand ils rentrent dans un espace public comme les centres commerciaux, on leur dit « Qu'est-ce que vous faites là? Rentrez chez vous ».
c'est pas votre plat. On leur interdit même le spectacle de la consommation des autres. Et quand ils veulent, ils aspirent à la même consommation, on les traite de matérialistes, alors que tout le monde l'est. Enfin, la société est fondée sur le matérialisme et le consumérisme à outrance. Même ce que les autres font, on le considère comme illégitime chez ces personnes-là, on les traite de matérialistes. Juste pour appuyer ce point-là. Alors, je reviens vers ce que m'a dit Laurent tout à l'heure, enfin, ce qu'il m'a adressé comme question. Il y a aussi un autre point, oui, par rapport à la visibilisation. Je reviendrai vers Laurent à la fin pour... alors, il y a une science qui s'occupe justement de l'action des minorités et des majorités. Je suis désolée d'utiliser le mot minorité parce que je n'ai pas d'autre mot pour désigner cela dans ma science, qui est la psychologie sociale. C'est clair, les règles sont très claires. Sans visibilité, il n'y a pas de changement possible. Or, la visibilité doit passer par ce qu'on appelle la consistance. C'est quoi la consistance? C'est au sens de cohérence, c'est-à-dire dire tout le temps la même chose dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire chez la même personne, affirmer toujours la même chose de la même manière, et les mêmes personnes qui appartiennent à un mouvement vont également avoir le même comportement et la même attitude et les mêmes paroles. C'est une règle sine qua non. C'est une condition sine qua non pour la visibilité. Parce que ce qui n'est pas constant n'est pas visible. Vous avez un moustique tout seul qui vole, il n'est pas visible. Quand il se réunit et il produit le même son, c'est là où il devient visible. Attention, je ne compare pas au moustique, mais c'est une image qu'on utilise pour traduire cette visibilité. Donc, ce n'est pas du tout péjoratif comme exemple. Ça, c'est une règle. Deuxième règle, c'est comme je le dis, je le répète, c'est l'éclatement du conflit. Alors, et c'est là où je rejoins ce que disait Laurent. Oui, je pense que la société civile reproduit un paradoxe énorme. Ce paradoxe, il est beaucoup plus subtil que celui qu'on va trouver chez les forces de l'ordre. Beaucoup plus subtil et beaucoup plus difficile à déconstruire. En fait, et c'est général, on a l'impression qu'en produisant un choc d'idées, on va rompre le lien social et la paix sociale. Parce qu'on confond entre le conflit interpersonnel entre les personnes et le conflit d'idées. On confond les deux niveaux. Ça interdit le choc des idées. Il n'y a pas de changement possible sans choc. C'est pour ça qu'on va vous dire tout le temps, ce n'est jamais le moment. Oui, ce n'est jamais le moment. D'où l'intérêt du choc. Sans choc, il n'y a pas de changement. La politique bourguibienne pour instaurer l'idée d'un État fédérateur, etc., a marché, mais par autoritarisme. Le résultat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que personne ne croit à l'État. C'est que la notion d'État n'est pas du tout intégrée. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat d'idées, il n'y a pas d'une confrontation des idées. Il y a eu un autoritarisme qui n'a pas créé de conflit d'idées, ou du moins ce conflit d'idées n'était pas généralisé à la société, il était juste limité à une élite. Et bien là, on observe la même chose. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de choc, il n'y a pas d'ébranlement des catégories de la pensée. Sans ébranlement des catégories de la pensée, il n'y a pas de réel changement. Il va y avoir des lois, il va y avoir peut-être un avancement au niveau des lois, mais ce ne sera jamais accepté réellement, ça ne sera jamais intégré réellement, intériorisé, au sens d'intériorisation réelle, c'est-à-dire l'idée que la personne, l'autre, a le droit d'être ce qu'il est et que personne n'a le droit d'empiéter sur sa vie privée ou sur ce qu'il peut faire de son corps, etc. etc. Alors, c'est par respect pour vous, c'est que je ne maîtrise pas quand je parle de ces choses-là. Je peux vous parler en arabe en buvant un café, mais pas pour expliquer ces choses-là. Semhouni, je suis désolée. Voilà, merci. Je tenais à le dire. Merci, Dara. C'est très intéressant ce que tu racontes. J'aimerais avoir beaucoup plus de temps pour t'écouter longuement, mais je voulais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit par Badr et l'a répercuté sur Hamza. En fait, il y a eu, tu as utilisé un terme, tu as dit, il y a eu une espèce de fibrillation, il y a eu une espèce de réveil, en fait, entre janvier et février qui a rappelé un peu ce qui s'est passé pendant la Révolution. Il a été écrasé, par contre, ces mouvements-là, aujourd'hui. Je te pose la question parce que ce qui m'intéresse,
c'est de mettre en lumière aussi ta propre expérience de militant. Comment on trouve les forces, en fait? Moi, je comprends tout à fait qu'un jeune de Tadamen qui à moins de 18 ans, se fait ramener devant un juge, peut-être même maltraité pendant des heures dans le commissariat, le lendemain, il n'a pas envie de redescendre dans la rue. Donc, en fait, toi, en tant que militant, mais aussi par rapport à ce que tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui le motive? Comment on peut réallumer la flamme, en fait, de ces militantismes des jeunes qui revendiquent, même avec des moyens qui sont parfois, on dirait, illicites, pour ne pas dire illégaux? باش نجاوب على سؤالك وباش نرجع من بعد سؤال خولة وصديقنا زاد اللي يتكلم اللي يخلي كل واحد وحده فينا هو الامل في انه تونس قادره انها تكون افضل معناتها على خاطر كي نشوفوا معناتها عباد قبلنا مثلا موش ناضوا ضد بن علي معناتها وبالحق بن علي راه مش لعبه وبن علي ماهوش حاجه سهله والناس ناضت ضد بن علي وحتى كيف جات 2011 و2012 وحكموا ناس اخرين معناتها ما هماش في تطلعات وانتظارات الشعب التونسي اصدقائنا وصديقاتنا اللي ناضلوا قبلنا ما رخوش ما نقطعوش عن النضال هذاك علاش انا نتصور هذا وحده كفيل انه يخلينا نحن كشباب اليوم انه نواصلوا في اللي نعملوا فيه. نحب نرجع لسؤال خولة ويهمني برشا صديقنا اللي يتكلم بالعربي باش نتفاعل معاه. خولة الحقيقه جنسنا عرضنا الجندري وهويتنا الجندريه عامل من عوامل استضعافنا. الاشخاص الكويريين والكويريات اليوم لمجرد انهم كويريين وكويريات ينجم يتم انتقائهم من جمله مثلا 1000 متظاهر ومتظاهره يتم انتقائهم هما على خاطرهم في نظر السلطه هما الاكثر هشاشه والاقل نفاذا للعداله. هذاك علاش من المهم اليوم ان وقت اللي نبدو نتعاطوا مع الفئه هذه نفهموا انه هي في وضعيه استضعاف. نرجع لصديقنا اللي كان يحكي من بكري وانا نتصور روحي فهمته حكايه كانه معناتها قضيه الحريات الفرديه بمنطق طبقي ماهيش قضيه الطبقه الشعبيه والطبقه اللي هي تحت اللي انا نعتقد انه مش صحيح. قضية الحريات الفردية هي قضية طبقية بامتياز. راهو الناس من هم تحت ومن ينتمون للطبقة الأكثر هشاشة والأكثر معناتها تحقير وأكثر معناتها ضعف هم اللي يتم استهدافهم من خلال موضوع الحريات الفردية. اليوم معناتها مانيش نبرر في حد شيء، اما لكن شخص ينتمي لطبقه مرفهه نسبيا عنده اكثر قدره وقابليه انه يفضها بالمنطق الشعبي وقت اللي يتوقف على جونتا ولا وقت يتوقف على 230 اكثر من حد ما هوش ينتمي للطبقه المرفهه هذيك. هذاك علاش انا نعتقد ونحن نحاربوا في الاسس الماديه والماليه معناتها الطبقيه الاسس الثقافيه زاد نتاعها لازم نحاربها. والحريات الفرديه نرجع ونقول في جوهر الصراع، سامحوني متعصب على اما في جوهر الصراع الطبقي لانها الحريات الفرديه نحن الناس اللي تحت هم المتضررين من انتهاكها. On applaudit à chaque fois. Je resterai de ce côté-là pour terminer. Bah oui, je sais, on a un leader et j'en suis très content. Mais du coup, je voulais justement revenir encore, rester sur les jeunes, hein, quelque part, sans offense pour notre côté, mais et me dire, qu'est-ce que, en tant que militant d'une association, mais aussi en tant que militant personnel, parce que ton engagement il est sans doute précédent à ton entrée dans l'organisation, qu'est-ce qu'il t'a laissé cette expérience en tant que militant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un questionnement? Est-ce que tu t'es remis? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu t'es dit, oui, au final, peut-être qu'être pauvre, gay et racisé, c'est différent d'être juste gay? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? هكايا دونك في علاقه بتجربه شخصيه معناها نقولوا احنا نطمحوا ونحاولوا ان نكونوا مناضلين ومناضلات. باقي كلمه مناضلين ومناضلات كلمه كبيره معناها يمكن في الوقت هذا على خاطر بحكم العمر وبحكم الاكسبيرينس والتجربه. صحيح كنا جينا من بيئه معينه فيها امتيازات شئنا ام ابينا،
مش تخلينا يمكن في فترة ما مانيش واعيين بها إلى حد نكونوا كونفرونتي ونواجهوا هالفروقات هذه اللي حتى ولو في نفس الكوميونتي ال جي بي تي. هذا ما يمنعش انه بعد فتره معينه في الفولونتاريا معناها في موجودين ولا غيرها الوعي يزيد بشويه بشويه، وخاصه انه اهم حاجه النقد الذاتي كشخص ولا كمجموعه في وسط. ناخذ اكزامبل موجودين على خاطر 4 على 5 سنين في موجودين. فهمنا اللي لو شونجمون والفيزيبيليتي والحاجات اللي كنا نحكي فيها من كوليكا ديما تناقش، معناها ما فماش فرصه تتعدى ما ناقشوش فيها الموضوع هذايا. ولو شونجمون اللي نحكيو عليه فيه زوز معناها سور دو نيفو، معناها نحكيو على لو شونجمون ا لانتيريور في وسط الكوميونيتي كون بيرسوا اللي قاعدين نشوفوا فيه، اللي احنا توا مش كيما في 2011 كيما توا. ما كانش يمكن في 2011 ولا 2012 بعد عام فقط من النشاط ان نلقى روحنا توا نحكي في مواضيع كيما هكا في وسط الكوميونيتي ال جي بي تي كي بلس، ونحكيو على ليزالي والحلفاء والحليفات اللي هما معانا. ما نجموش نحكيو فيه هذا الكل بعد خدمه طويله نحكيو فيها نتناقشوا فيها. بعد نجم تكون تدريبات، نجم تكون لوبيينغ، نجم تكون مناصره، نجم تكون اعمال فنيه. ناخذ مثال حتى مهرجان موجودين الفنون الكويريه ما نجموش نكونوا نعملوه في العام الاولاني نتاع موجودين، وهذا فيزيبيليتي ناسيونال اي انترناسيونال، مي سي اون اوتر فورم. هذا نوع اخر من الفيزيبيليتي اللي كي شوكي اوسي برشا عباد، معناها مش فقط بالطرق الاعتياديه ولا اللي نعرفوها ان نكونوا يمكن في الشارع وان نتواصلوا كل شيء. هذا لا يمنع ذلك، معناها هذا الكل كنحكيو فيه خاطر توا تسال السؤال على مشكله الفيزيبيليتي والظهور. راهو الاستراتيجي اللي ناخذوهم في وسط الجمعيات في نفس الكوميونيتي تختلف، لكن نتلاقاو الكل في نفس النقطه ان نحبوا ندافعوا على نفس المبادئ اللي تجمعنا لقضايا الجندر والهويات اللامعياريه فقط. معناه دونك احنا دو لو سولفي باش نحكيو فيه مهم جدا للوعي في وسط الكوميونيتي، باش نكونوا واعيين انه فما طرق متعدده ومختلفه للنضال، والنضال راهو ماهوش كان في جمعيات منظمه. احنا اخترنا انه يكون التنظيم في وسط جمعيات على خاطر الاكسبيريونس والتجربه نتاعنا فهمتنا انه الشونجمون ما كانش ينجم يصير اذا ما تنظمناش بالطريقه هذه، واكيد مش تتطور على خاطر ما تنجمش تكون تنظيم جامد معناها على وقت طويل. فقط يعني هذا هو جست اللي حبيت نحكي فيه معناها يمكن تجربه شخصيه. وديما نقولها مازلنا نتطوروا، مازلنا كي نشوفوا حاجات كيما هكا اللي هما رياكسيونير، معناها الرياكسيونير بلوتو جاو في لحظه ما حاولنا ان نكونوا متواجدين وان نرفعوا زاد كيف صوت الكوميونتي ال جي بي تي. اما ما لازمناش نكونوا فقط في ردة فعل لشنو قاعد يجرى توا فقط، لازم الخدمة تكون أشغنة متواصلة. Merci. Je profite aussi pour remercier encore une fois Damj et en particulier Hamed Tarlouk pour les photos qui nous ont gracieusement concédé de passer ce soir et qui font partie un peu des archives qu'il faudrait quelque part structurer et alimenter à partir de maintenant de la mobilisation du mouvement queer autour de ces questions. J'aimerais revenir vers toi pour laisser Boshra clôturer sur tu as parlé, tu as été les plus critiques au final avec quelqu'un de la salle sur la société civile organisée, sur son incapacité à réagir au bon moment. J'aimerais te proposer de nous donner quelques pistes de solutions, c'est-à-dire est-ce que tu as été en charge du collectif pour les libertés individuelles, qui est un collectif qui aurait dû être plus présent, peut-être plus réactif dans cette crise. Pourquoi il n'a pas été? Qu'est-ce qui lui manquait? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper les coups? Parce qu'on est en pleine définition de sa stratégie, quelque part, et de sa gouvernance. Oui, tout à fait, Antonio. En fait, juste une petite parenthèse avant de répondre à votre question. En fait, par rapport à la question posée par notre ami Hamza a répondu, en fait, par rapport au lien indissociable entre liberté individuelle et droits économiques, sociaux et culturels. En fait, l'Association tunisienne de défense des libertés individuelles a fait un travail de recherche multidisciplinaire sur la question et on a trouvé vraiment que les personnes les plus précarisées du point de vue économique et social
sont les plus touchées dans leur liberté individuelle, et inversement aussi, les personnes qui exercent le plus leur liberté individuelle ou qui veulent l'exercer sont automatiquement touchées dans leurs droits économiques et sociaux. En fait, ça, c'est un point. Je vous invite en fait à lire le livre. Je pense que ça va être très bénéfique pour vous. Alors, pour revenir à votre question, en fait, moi, j'étais un peu critique, c'est vrai, parce que lorsque je vois que le collectif civil pour la liberté individuelle, il est constitué de 40 associations à peu près, lorsqu'on voit sur le terrain 3 ou 4 associations seulement, ça, c'est aussi problématique. Alors, du coup, et de cet angle de vue, que j'ai critiqué, en fait, là, tout à fait. Et du coup, en fait, ça, c'est problématique aussi parce que lorsqu'on se regroupe dans un collectif, c'est pour faire bouger les choses, c'est pour renforcer l'engagement en fait, civique en faveur des libertés individuelles. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui au collectif? Je pense que c'est le mode de gouvernance, tout d'abord. Je pense qu'il faut réfléchir à un mode de gouvernance plus participatif, mais plus inclusif aussi, parce que là, on trouve 3, 4, 5 associations qui agissent, mais les autres aussi, soit elles ne sont pas intéressées, soit elles n'arrivent pas à trouver l'angle par lequel elles peuvent influencer aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas de piste vraiment palpable pour répondre à cette question, mais je pense que c'est parmi les problèmes qui fausse en fait le travail du collectif. Je pense aussi que la prédominance de quelques acteurs sur le collectif, de par leur visibilité, de par leur présence sur le terrain, font allusion que les autres organisations en fait ne sont pas très impliquées et elles se sentent même lésées par cette absence de visibilité et cette absence de présence. Et je pense que par exemple, parmi les solutions sur lesquelles on essaie de travailler maintenant, c'est la formalisation du collectif. On veut passer d'un collectif informel à un collectif formalisé. Peut-être que ça va résoudre le problème, je ne sais pas. Peut-être que Bouchra n'est pas d'accord avec moi sur ce point, mais on essaie de trouver une solution, c'est ça en fait. Mais moi, Bouchra, je vais quand même lui poser la question finale, qui est peut-être la plus difficile et qui résume les problèmes qu'on a évoqués. Ces jeunes, ils ne croient plus presque à rien. Ils ne croient sans doute pas à la politique et aux décideurs politiques, aux partis. Ils ne croient plus à la société civile parce qu'on les a déçus. Comment on va les chercher en fait? Est-ce que toi tu penses, par exemple, que l'initiative présidentielle d'une consultation dans le cadre du dialogue national est une démarche positive qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qui reconnaît un rôle fondamental de ces jeunes, ou est-ce qu'il s'est instrumentalisé, ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs d'autres moyens pour les porter, parce que au final c'est vraiment eux la relève quelque part. Je viens de me rendre compte que moi-même je suis jeune, puisque je partage leur point de vue, du moins sur les politiques. Mais même s'ils disent qu'ils ne font pas confiance en la société civile, ces jeunes font partie de cette société civile. Il faut voir dans les quartiers, pas seulement à Tunis, mais à l'intérieur du pays, ces jeunes qui du matin au soir insultent les politiques, eux et elles, font du travail de terrain et essaient de travail de la société civile. Donc, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller les chercher. Il s'agit de continuer je vais utiliser un terme marxiste, je ne suis pas marxiste du tout, la jonction qui a démarré, que je trouve extraordinaire. D'abord, entre la société civile dite historique et la nouvelle société civile, c'était magnifiquement, vous savez, tous les reproches que je fais aux uns aux autres sur cette question. Et là, je l'ai vécu, cette jonction, cette solidarité, et la jonction entre les gens des villes, ou je ne sais pas appeler, ou les bourgeois, ou autres, vous voulez, et les gens des quartiers populaires. Donc, pour moi, déjà, elle est là. Ce qu'il faudrait peut-être, et ça, c'était le reproche que je fais depuis des années, et alors là, je partage, c'est-à-dire qu'il y a un manque de coordination entre nous pour pouvoir travailler et pour pouvoir imposer surtout.
je reviens toujours à la question du rapport, à la sortie du rapport, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme travail en commun et qu'est-ce qu'on aurait pu gagner? C'est-à-dire qu'on aurait pu même passer des lois parce que les lois sont importantes, même quand elles sont imposées, elles sont importantes, même quand elles ne sont pas discutées d'avance comme il faut sur le plan de la société, c'est très important et l'histoire de la Tunisie l'a prouvé. Aujourd'hui, personne ne remet en cause le code de statut personnel. Il y a bien sûr des gens qui le remettent. Et heureusement, non, heureusement qu'il y a des gens qui le remettent en cause parce que j'ai horreur de l'unanimité, mais je parle de la majorité de la société. Et on a vu le 13 août comment les femmes, les hommes de tous les pays étaient dans la rue pour non seulement revendiquer le maintien du code de statut personnel, mais plus de droits pour les femmes. Donc, les lois changent, les lois, c'est un facteur de changement pour moi et c'était très important. Donc, je vois très très bien aujourd'hui, si cette dynamique, on arrive à la maintenir, si on arrive à continuer et surtout à mettre un agenda commun, on n'aura pas besoin de les aller chercher, ils vont venir nous chercher. Et j'aimerais quand même 2-3 commentaires avant de terminer. D'abord, je voudrais dire à monsieur ce que j'ai toujours dit et ce qui m'a fait mal pendant la campagne, à la sortie du rapport, les critiques et des amis ne m'ont pas dérangé, celles des religieux non plus. Ce qui m'a plus fait mal pendant toute la campagne, c'était les jeunes du quartier défavorisés qui m'insultaient, etc. Et j'ai essayé de leur dire une chose, ce qui a été dit, mais vous êtes ces droits, mais ces droits sont pour protéger vous avant les autres. Et je peux écrire, parler jusqu'au matin des gens privilégiés et des gens qui disent qu'ils sont contre les pistons et des gens qui, soi-disant, sont pour l'intégrité, l'état de droit et tous les jours utilisent tous les moyens pour sauver leurs enfants et de la prison, alors que les autres, ce n'est pas le cas des autres. Et un autre argument, et Wahid, tu aurais dû être là, quand on revient au rapport de l'IVD, moi-même j'étais étonné parce que pour moi, Ben Ali nous foutait la paix sur le plan des libertés individuelles. Et même au tribunal, je ne voyais pas tous les jours des gens. Je voyais toujours l'histoire. C'était tous les jours. Ça, c'était le quotidien des personnes à qui ne plaisent pas aux flics, toutes les personnes qui osent dire aux flics, je connais la loi. Ça, c'est le lot quotidien. Mais par exemple, je ne voyais pas les gens d'orientation sexuelle. Donc j'étais étonné. Et le rapport, il montre à quel point non seulement les libertés individuelles ont été à ce point violées de temps de Ben Ali, pour des causes politiques. Donc, même sur le plan politique, c'est très important, les libertés individuelles, et ça concerne les classes les plus défavorisées. Et c'est pour ça, moi, pendant toute la campagne, j'essayais de discuter avec les jeunes et leur disais, vous êtes contre, vous insultez, mais vous allez vous rendre compte. Et je leur parlais des autres droits. Je leur dis, oui, 230, oui, la peine de mort, on est d'accord. Vous n'êtes pas pour, d'accord, mais je vais vous parler de la dignité, qui est c'est un droit individuel, la dignité, le secret. Les secrets, la vie privée, tout ça, les données personnelles, tout ça, ça concerne tout le monde et ça concerne les personnes les plus vulnérables. Pour finir, je reviens aussi à l'histoire des féministes, des sociétés civiles, à un discours traditionnel qui n'est pas... Je ne me reconnais pas dans ce que vous avez dit, monsieur, ni d'ailleurs ce qu'elle avait dit madame Ben Alaya, parce que si on connaît la société civile tunisienne, et je dis la société tunisienne rebelle, si on connaît son histoire, si on connaît sa littérature, depuis Tal Haddad, vous allez voir que c'était un mouvement qui se voulait un mouvement de choc avec les mots qu'il fallait, mais si on n'a pas eu la visibilité, ou si le conflit, comme on le nomme, comme vous l'avez dit, est un conflit entre deux forces inégales, c'est normal qu'aujourd'hui on vienne nous dire ce que j'ai entendu aujourd'hui. Quand on parle d'héritage en Tunisie,
c'est pas un conflit, c'est une confrontation. Quand on a parlé de l'homosexualité, peu de gens osaient en parler, je crois. On était quelques dizaines en Tunisie, c'était surtout les féministes et qui osaient en parler. Et on le dit, on parlait de la liberté de disposer de son corps. Ça, c'est un débat qui date chez nous depuis les années 80. C'est pas aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est et même de dire le société civile à partir d'un slogan. Bien sûr, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Moi, j'ai vu, moi, en tant que féministe, j'ai été insultée au nom de la défense d'une femme dans les termes les plus rétrogrades et plus sexistes. Jamais entendu des phrases, parce que j'ai osé critiquer une femme politique. Alors, on me dit, ah, vous insultez une femme, l'égalité, les femmes. Et on m'a dit des choses que je n'ont pas osé me dire les Nardawi, des progressistes. Donc, mais dire que ça, c'est un mouvement féministe, non, je trouve que c'est trop réducteur. Et je ne vois pas du tout de compromis. Je ne vois pas le problème. Est-ce que j'ai entendu et même c'est un discours traditionnel, mais plus pernicieux pour dire les choses. Je ne vois pas. J'aurais voulu entendre un seul exemple de ce qui a été dit, parce que je trouve que c'est un peu injuste par rapport à une société civile qui a été toujours combattante. Il y a des choses à critiquer. Moi, je n'arrête pas de critiquer, de nous critiquer, mais dire qu'on a des discours pas clairs et pas des mots qu'il faut, etc. Ce n'est pas ça la cause des problèmes. Pour moi, je ne veux pas revenir au temps de Ben Ali, mais aujourd'hui, pour moi, le seul problème, pour moi, je suis dedans, je le vis, etc., c'est que nous, les historiques, entre guillemets, nous n'avons pas pu apprendre, je dis bien apprendre des nouvelles générations, parce qu'il y a des choses extraordinaires. Moi, j'adore, même si je ne suis pas d'accord. Hamza, j'étais folle, je ne voulais pas qu'il fasse ce qu'il avait, j'étais contre et tout. Mais, et j'ai ma façon de voir les choses, etc. Mais j'étais solidaire avec lui. Il y a des choses à apprendre, à écouter chez eux et chez elles. Et eux et elles, parfois, ils n'arrivent pas à nous valoriser parce qu'on a envie d'être valorisés pour tout ce que nous avons fait. Moi, je veux que la société civile historique apprenne du professionnalisme de ces jeunes extraordinaires. Rien que le temps, c'est-à-dire cette facilité et la rapidité avec laquelle ils font les choses, alors que nous, on met 50 heures à discuter, etc. Mais c'est des choses extraordinaires que je vois chez vous, que j'adore. Et j'aimerais que vous aussi, vous soyez conscients des choses que nous avons fait, que nous continuons. Par exemple, justement, je ne sais pas qui a parlé du bénévolat. Moi, je trouve extraordinaire le bénévolat. Franchement, et j'aimerais que les gens vivent ce que c'est d'être bénévole, d'être à disposition des gens pendant des journées, etc., sans recevoir et de payer de son poste. Quand on a les moyens, bien sûr, je ne vais pas demander aux gens qui n'en ont pas, ou les associations qui n'en ont pas. Donc, il y a des choses à prendre de deux côtés et une solidarité systématique, comme ça a été fait pendant ces deux mois. Et je pense, j'ai très confiance en l'avenir. C'est pour ça que je suis toujours optimiste, parce que je sais que la relève est là. Je ne suis pas toujours d'accord sur tout, et je ne suis pas censé être d'accord sur tout, et je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais vous êtes tellement convaincus, il y a tellement une conviction, il y a tellement des choses que vous êtes en train de dire, et vraiment, pendant des années, on n'osait pas, on ne pouvait pas, même avec nos amis, parce que ce discours, cher monsieur, excusez-moi, je l'ai entendu 50 000 fois. Chaque fois qu'on disait, on posait des questions comme la liberté de disposer de son corps, comme l'héritage. Non, la question sociale, c'est toujours une façon. Donc, c'est un discours, سامحني والله مع احترامي ليك. أما بالحق متعبك الخطاب هذاك نتاع القضية هذه معناها ça va. Donc, vous avez brisé encore plus de tabous. Nous avons commencé, et je suis fier d'appartenir au mouvement féministe tunisien. Vraiment, pour moi, c'est une grande fierté. C'est un mouvement rebelle qui a brisé tous les tabous. Et je vois que la relève est là. Et je ne m'inquiète pas pour la Tunisie.
Une note positive, il nous fallait. Écoutez, moi, je vous remercie toutes et tous pour l'attention. J'espère qu'on a nourri un peu votre esprit critique. C'était la seule ambition qu'on avait pour ce soir. Je remercie tous les intervenants qui sont prêtés, même pour parler très peu. Et je remercie évidemment l'IFT qui nous a donné encore une fois cet espace. Bonne soirée, bonne nuit.